j'ai calculé combien j'avais touché de CAF, tu sais, quand j'ai vendu mon immeuble de Saint-Thé, entre 2009 que je l'ai acheté, enfin fin 2008, et 2021 que je l'ai vendu, combien j'ai touché de CAF? Non, vas-y. Presque 250 000 euros. 1 million de CAF. De test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Voilà, à 3. À 3. C'est ça. Alors, les gens de YouTube, ils sont spoilés, ils ont 3 petites têtes du coup. Eh oui. Avant, quand c'était que en audio, les gens ne le savaient pas. Mais là, on a un invité qui s'appelle Quentin Vautret. Voilà, on a Pour mon nom l'honneur complet. d'avoir Quentin Vautret avec nous. Quentin, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Quelques années. Et qu'on se côtoie à quelques années. On s'est vu grâce à notre collègue, notre ami Alex du Club des Rentiers qui nous a souvent invités ensemble. Oui, tu as écrit cet sur des excellent ouvrage que tu m'as offert. Oui. Attends, je le mets à la place de ma tête parce que sur YouTube, on voit que ma petite tête maintenant. Et s'il y en a bien un qui t'a fait de la pub, c'est bien Anthony, hein, parce que qu'est-ce que tu as pu nous en parler un paquet de fois de ce livre? Ouais, c'est vrai, c'est revenu dans plein. Ah ouais, c'est revenu si c'est pas revenu dans 20 podcasts, c'est pas revenu dans un. Donc c'est vrai que tu en as beaucoup parlé et donc on a la chance de t'accueillir, c'est un honneur. Tu vas nous expliquer comment t'en es arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé aussi, on en parlait hier ou ce matin, je sais même plus avec Tony. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a pris en fait de faire ce que t'as fait, mais je laisse un peu le suspense. Ouais. Pourquoi t'as fait ça en fait. On va retracer ton parcours. Yann t'expliquera comment il dégage ses locataires, comment il leur enlève les portes. Oui, et tout. exactement. Enfin, là, on est quand même sur le public, donc je vais quand même faire un peu plus attention. Mais oui, tout ça après. Voilà, je te donnerai ma vision de la vie en fait. Voilà. Bon, on te laisse te présenter. Ouais, vas-y Quentin. Présentation rapide, Quentin Vautret. Aujourd'hui, j'accompagne les investisseurs concernant leur gestion locative principalement. C'est mon expertise, d'où ce livre, le guide de survie du bailleur, qui est là pour aider tous les investisseurs à gérer au mieux leur parc locatif et puis la relation avec leurs locataires, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Voilà, on le sait, le locatif, c'est sujet de litige, malheureusement. Mais bon, ça fait partie de l'immobilier, c'est comme ça. Et puis pas que non plus. Non, pas que. Il y a des bons moments, il y a plein d'autres choses. Mais voilà, l'objectif de ce bouquin, c'est de partager des bonnes techniques pour sécuriser tout ça, pour avoir une bonne relation, pour se sécuriser en tant que propriétaire, parce que les lois sont pas forcément à notre avantage, on le sait. Mais voilà, c'est mon expertise, la gestion. Et c'est vrai que j'accompagne les investisseurs principalement sur ce sujet. Après, je peux accompagner les investisseurs aussi sur d'autres sujets, tels que j'ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils ont un projet d'investissement locatif et qui savent pas trop, qui doutent un peu, qui ont peur d'oublier quelque chose. Donc on valide, on travaille ensemble et on avance comme ça. Donc j'ai, on va dire, une largesse d'activités, mais mon métier principal, c'est la gestion. Sacré sujet quand même, la gestion. En plus, je suis rentré par la mauvaise porte de la gestion. Je vous raconte. Attends, on va prendre le temps d'en parler justement. On va détailler ton parcours si tu veux. Comment t'en viens à l'immobilier? Enfin, je veux dire, après le bac, au moment fatidique de l'orientation professionnelle où il y a une grosse goutte de sueur qui goûte. Toi, tu fais quoi? Même avant, quel cursus scolaire t'as eu en fait? C'est ça. Alors, l'immobilier arrivait bien après le bac, mais avant le bac, j'avais un profil. J'étais mauvais à l'école. C'était une catastrophe. J'aimais pas l'école. Les choses générales qu'on nous apprend, ça m'intéressait pas. J'étais pas bon élève. D'une année à l'autre, c'était en limite à redoubler. C'était une catastrophe. La période collège, c'était une catastrophe. Et du coup, dès le collège, en fait, j'ai eu la chance à l'époque d'être passionné par une activité qui était le sport automobile et la mécanique.
Bon, je sais que ça va vous parler un peu, surtout Anthony, qui aime bien les bagnoles, mais voilà, j'ai été passionné par ce truc. Et n'étant pas passionné par l'histoire de France ou les cours d'anglais ou de français, je me suis dit, ok, faut pas que je parte en bac général, faut pas que je fasse ça, je vais aller faire un BEP mécanicien. Et je suis parti là-dedans. Okay. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir aussi un entourage qui m'a permis de faire ça, qui a cru simplement à mes envies et qui m'a laissé la chance de le faire, parce qu'il y a beaucoup de parents, j'avais beaucoup d'amis dans mes classes qui me disaient, ah mais non, mais moi je vais en bac G, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire de la pâtisserie, j'ai envie de machin, mais mes parents m'obligent à, bon bah pas le choix quoi, c'est comme ça. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir ce soutien, et bizarrement, quand on regarde un peu l'éducation, tu te poses des questions parce que tous les profs qui m'ont suivi pendant 4 ans, pendant ces années collège, qui étaient à la limite de me faire redoubler chaque année, ils m'ont dit, mais va en bac général. Je dis, mais comment ils peuvent me proposer ce truc-là alors qu'ils savent très bien que ça me correspond pas, quoi. C'est impossible de conseiller ça à un gamin qui ne se retrouve pas dans les cours et dans l'éducation qu'il a au collège et qui va se refaire. Enfin, ça va être la même chose par la suite. Et j'ai dit, bah non, c'est pas possible. Donc, j'ai fait mon BEP. Voilà, j'ai commencé par là. Okay. J'ai commencé par là. Ouais, c'est incroyable ça. Mais en France, on a un gros problème avec les filières manuelles ou. Bah là, c'était la vraie voie de garage en fait. Carrément. Est-ce que ta stagiaire, Anthony, a entendu cette super blague? Est-ce qu'elle rit comme ça? Oui, elle se penche dans sa chaise parce que j'ai ma fille avec moi toute la semaine qui fait son stage de 3e. Donc c'est pour ça que j'ai pas de casque sur les oreilles. Moi, j'ai une question, Quentin. Je veux avoir ton âge, en fait. Je voulais juste savoir... ça, nous, en fait, si tu veux, à l'aube de la quarantaine, effectivement, les profs nous envoyaient... Alors moi, je suis passé de l'autre côté, si tu veux. Moi, c'est plus l'aube, quoi. C'est le petit matin, si tu veux. C'est 9h15, j'ai déjà mon café. En gros, je voulais savoir si on était de la même génération, t'es plus jeune que moi, mais voilà. Est-ce que les profs ont évolué après nous, notre passage, ou ils sont toujours aussi mauvais, en fait? Voilà, c'était ma question. D'un point de vue conseil d'orientation, je pense que ça n'a pas trop évolué. La preuve, hein, moi je suis des années 90, je suis au matin de ma trentaine, donc j'ai 31 ans. Et voilà, mais je ne pense pas qu'en 10 ans, il y ait eu grosse évolution sur du conseil pédagogique ou sur du conseil d'orientation. Ce qui est vraiment dommage, en fait. Ouais, mais guère étonnant, quoi. Oui, guère étonnant. Mais ok, très bien, donc tu as 31 ans, ok. Je te laisse poursuivre. Donc 31 ans, eu la chance de partir sur ma filière pro, ce que beaucoup de jeunes n'ont pas eu comme chance. Hein, donc j'étais très satisfait de cette chose-là. Enfin, je me suis retrouvé parce que je faisais quelque chose de mes mains, c'est ce que j'avais envie. J'étais plus derrière un bureau pendant 7 heures par jour à écouter un prof qui disait des choses qui ne m'intéressaient pas. Bon, les choses évoluent, hein. J'étais jeune et insouciant, et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'histoire de France m'intéresse plus qu'il y a 15 ans. mais voilà, c'est comme ça, on est jeune et on n'apporte pas la même importance aux choses. Donc voilà, j'ai fait ce truc-là, j'ai fait ce BEP, j'ai enchaîné par un bac pro. À l'époque, toujours mécanicien poids lourd. J'étais dans le poids lourd et je l'ai fait en alternance parce que pour moi, l'alternance, c'est une très bonne école. J'ai voulu faire de l'alternance parce que je voulais de l'expérience, je voulais voir le monde du travail, je voulais voir comment ça se passait, etc. Et puis après ça, j'ai bossé, tout simplement. J'ai eu mon premier CDI, qui était bien payé à l'époque. C'était il y a 10 ans, hein, ça c'était en 2010. J'avais tout juste 18 piges et 18-19 ans et j'étais payé 2000 € net. C'était incroyable pour moi à l'époque. Incroyable. T'imagines que moi, j'ai fait études d'ingénieur, bac plus 6, bon, parce qu'au milieu, j'ai fait en 6 ans l'histoire, mais bref, 1830 € premier salaire. Ah ouais. Non, mais je me rends compte de ma chance. La force des études. Mais après, on en a déjà parlé plein de fois. Pour faire marchand de biens derrière, tu sais, ingénieur en génie physique. Ouais, mais on en a parlé plein de fois dans ce podcast, et je suis le premier à critiquer en fait le système éducatif. Par contre, je suis aussi à l'aube de la quarantaine le premier à dire que tant qu'on a la faculté, l'envie, surtout l'envie de faire des études, il faut en faire, parce que
le net à payer, il vient quand même après. C'est génial à 18, 19, 20 ans de tout de suite rentrer dans la vie active, de prendre de l'oseille et tout. Moi, j'ai eu vraiment le même parcours. Par contre, arrivé maintenant à 40 ans, on voit quand même, et je l'ai dit plein de fois, et Anthony à chaque fois dit non, c'est pas vrai, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui a beaucoup plus de bagages éducatifs, pédagogiques, je le vois quand on tourne les formations, la synthèse, la syntaxe, l'efficacité de travail, elle est quand même beaucoup plus dans le camp d'un Anthony. Non, c'est vrai. Attends, laisse-moi C'est le finir. propre de l'ingénieur aussi. Oui, Si mais- c'est une non, mais- mentalité, tu sais, je pense avant. Tu vois. Exactement. Mais tout ça pour dire que y a pas, on peut pas non plus cracher complètement sur les études parce que tout au long Non, de mais ta faut vie, pas, mais bien tout sûr. au long de ta vie, ça t'aide quand même énormément d'avoir en fait un cerveau qui Mais tu sais, pédale pas forcément plus vite, mais en tout cas différemment. Par contre, effectivement, encore une fois, on est rentré c'est de faire c'est de faire ce qui plaît, tu vois. complètement. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de gamins en fait à qui les études plaisent vraiment. Mais il faut quand même les rassurer sur le fait que ça leur servira certainement quand même plus tard. Par contre, la grosse erreur, et je l'ai encore vécu hier, c'est de penser, et ça c'est véhiculé par l'éducation nationale et tous les profs de France, c'est de penser que ton statut social sera corrélé en fait à ton niveau d'études. Ah Et ouais. ça, par contre, c'est complètement faux. Ça, c'est bullshit. On peut pas faire plus bullshit que ça. C'est un peu la même chose que la retraite. Et bon, bref, je vais partir en vrille. Donc, Mais je pense que ça, c'est très français, ce truc ouais, de où on est sur l'échelle sociale par rapport à son niveau d'études. C'est très français. alors que c'est complètement faux. Il n'y a pas plus faux. Mais c'est Bien sûr. véhiculé par nos élites qui sont des castes. Si tu veux, eux, c'est l'ENA. Et si tu as fait ça, ça veut dire que tu pourras vivre. Allez, je vais pas partir là-dedans. Au crochet des autres, tu vois. Ouais. Mais très cool, du coup, Quentin. Très cool. Et en fait, rien à voir effectivement avec l'IMO, quoi. Et donc après. Rien du tout. Alors après. Donc après, en fait, je me suis rendu compte, j'ai commencé à bosser. Voilà, je fais mon métier, j'ai appris ça pendant 4 ans, j'étais content, je fais mon truc. Puis je me dis, merde, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce qu'en fait, je me rends compte que j'aime bien bricoler chez moi. Que si j'ai envie de bricoler une moto, je bricole une moto. Si j'ai envie de bricoler une bagnole, je bricole une bagnole. Mais que quand on me dit qu'il faut que je bricole ce camion pour faire ce truc-là, ça m'emmerde. et là, je dis mince, je me suis planté en fait. Je me suis dit, ouais, c'est ma passion, mais c'est ma passion du dimanche et c'est pas ma passion de la semaine, quoi. Et je veux garder ça comme passion pour me faire plaisir, pour me faire kiffer. Mais en fait, je veux pas en faire mon métier et parce que je voyais pas non plus l'évolution possible, l'évolution professionnelle que je pouvais avoir. Donc j'ai dit, ok, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Et en plus de ça, j'étais dans un département qui ne correspond pas au mien parce que moi, je viens de Charente à la base, je suis de l'Ouest. Et ce premier job, je l'ai trouvé à Lille. Et quand on vient pas de Lille, je pense c'est une très belle ville, c'est super, il y a plein de choses à faire. Mais quand on n'est pas de la région, quand on connaît personne, quand machin, je pense que c'est compliqué. Et ouais, et je l'ai vécu. Et du coup, boire j'ai dès dit, le matin à 8 heures, c'est je m'en chaud, vais. quoi. Moi, je l'ai toujours dit, hein, la bière à 8 heures, c'est pas possible, quoi. Après, tu peux sortir en boîte avec ta Évident. cousine. Il y a des raccourcis, hein, il y a des choses. Des cadeaux. Ouais, non. Et attention, tout ça, c'est de la rigolade. Hein. C'est Et surtout que oui, en plus, on a Jean-Jean, on a plein d'amis à Lille. C'est donc, pour rire, les amis. qui sont adorables et tout. C'est des raccourcis. Non, mais c'est en vrai un super endroit et les gens sont adorables là-bas. Mais c'est vrai que mais t'as quand même voulu te barrer au plus vite, quoi. C'est exactement ça. Je suis parti après quelques mois, après plusieurs mois. Okay. Je suis revenu et puis et j'ai fait le dos rond. J'ai retoqué à la porte de ma mère et j'ai dit, écoute, ça le fait pas, faut que je fasse autre chose. Et j'ai un projet. Okay. Et ce projet, c'était de monter ma première boîte. Okay. Et en fait, j'ai eu une opportunité qui était de devenir indépendant en tant que mandataire automobile. Donc l'objectif, c'était d'importer des véhicules d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. Okay. Et c'était les débuts de l'auto-entrepreneuriat. Voilà, donc auto-entrepreneur, statut micro-entreprise, c'était les débuts en 2010, 2011. Et du coup, j'ai ouvert ce statut, je me suis créé ce statut et j'ai bossé pour ce gars. Et puis j'ai fait ma bille pendant 1 an. Et bon, c'est du commerce, quoi. Donc moi, je suis pas du tout du secteur. Mais alors attends, c'est-à-dire que t'étais toi en micro, mais tu bossais pour quelqu'un. Ouais. C'est ça. Il embauchait des micro-entrepreneurs, ouais. D'accord. Ok. Et ton rôle, c'était un peu limite. Oui, mais bon, bref. Et ton rôle, c'était quoi en fait? C'était de négocier les véhicules à l'étranger, d'aller les chercher, de les ramener et de les revendre ou... C'était de les vendre. C'était de trouver des véhicules à l'étranger
de les mettre en annonce sur des sites tels que Le Bon Coin ou autres, de réceptionner les appels clients et de vendre un véhicule qu'un client n'a jamais vu sur par photo. téléphone. Ok. Sur photo, sur dossier d'expertise. Donc, on avait une équipe d'experts, on avait des convoyeurs, on avait tout ce qu'il fallait. Donc, on faisait des dossiers d'expertise. On vendait des packs de services qui comprenaient ce truc-là. Le mec, après, il payait sa bagnole direct au concessionnaire. Donc, on lui fournissait le RIB du concessionnaire. Il faisait un virement. Et à partir du moment où le virement était fait, nous, on convoyait la voiture. On la livrait devant chez lui. Et devant chez lui, quand il réceptionnait la voiture, il nous faisait son chèque qui correspondait à nos services. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Ouais, franchement, cool. Donc, métier très compliqué parce que déjà, vendre au téléphone, c'est pas évident. Mais quand tu vends une A8 qui coûte 60 000 balles d'occasion, ou 80 000 balles d'occasion, c'est difficile. Le mec, il a intérêt à avoir une confiance énorme en toi, quoi. Il connaît pas ta société, il sait pas qui t'es, il t'a jamais vu, t'es au téléphone. C'est la période où il y avait des arnaques à fond sur Le Bon Coin. C'était une catastrophe. Mais ça fonctionnait. Voilà. Mais ça fonctionnait pas autant que ça pouvait parce que j'avais des lacunes en commerce. Clairement, même si j'avais une fibre commerciale initialement, j'avais des lacunes. Et là, j'ai dit, OK, faut que je reprenne mes études. Okay. Donc, j'ai repris mes études et j'ai été en DUT commerce, DUT Tech Deco, en parallèle de cette société. Donc, cette société, je l'ai gardée 3 ans. Et sur les 3 ans, j'ai eu 2 années de DUT commerce. Et puis, je l'ai fermée parce que la 3e année, c'était compliqué entre les appels. Enfin, j'avais mon téléphone qui sonnait tous les quarts d'heure, quoi. Donc, j'étais plus souvent en dehors de l'amphi en train de répondre à des clients que dans l'amphi en train d'écouter le cours, quoi. Donc là, l'école m'a dit, faut que tu fasses un choix. Soit tu coupes ta société, soit tu coupes les cours, mais on peut pas faire les deux. Les profs, ils en ont marre de devoir sortir toutes les 15 minutes, quoi. Tu m'étonnes. Donc finalement, sur un cours de 2 heures, j'étais là. Donc ça les panique. Certains, si, mais pas tous, quoi. Les cours d'amphi, oui, clairement, ils ont jamais fait vraiment de commerce. Ils te mettent un ultimatum, en fait. C'est ça, ils te disent soit t'arrêtes ta boîte, soit tu te mets à l'IUT, quoi. C'est ça, la direction de l'école me dit soit tu suis les cours, soit tu te casses, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, pas d'autre choix. Par chance, j'ai eu l'occasion de former des commerciaux qui étaient avec moi parce qu'en fait, on avait tellement d'appels que je pouvais pas tout gérer. J'avais déjà commencé ce travail et j'ai fini, en fait, par vendre mon carnet d'adresses à ces mecs-là, à des mecs que j'avais recrutés et qui aussi faisaient leur petit train de leur côté. Moi, je touchais rien sur ce qu'ils vendaient, etc. Mais du coup, c'était juste pour avoir une équipe plus importante et puis être plus présent sur le secteur, enfin sur le réseau, parce qu'on travaillait au national, sur toute la France. Et du coup, je leur ai revendu ce carnet d'adresses parce qu'on avait la chance de, quand un client achetait chez nous, il revenait chez nous. Donc, on avait un taux, entre 2 et 6 ans. Voilà, on revoyait le client parce qu'il voulait racheter chez nous, parce qu'il avait fait tellement une bonne affaire, évidemment. Donc voilà. Mais en fait, c'était bien tombé parce que... Ouais. Cela dit, à l'époque, t'avais quand même des bonnes affaires. Moi, je sais que j'avais acheté ma première allemande, je l'avais achetée comme ça. Et j'avais fait une bonne affaire. En tout cas, j'en suis encore convaincu. Et donc, laisse-moi le doute. Mais en tout cas, j'étais très content du prix, tu vois. Donc, à l'époque, ça valait le coup. Et ça vaut encore le coup puisque c'est ce que tu avais avec la Porsche au final, Tony. Ouais, plus ou moins. Enfin, je suis allé la chercher moi, mais dans l'idée, en tout cas, aller chercher un véhicule à l'étranger, ça vaut toujours le coup, c'est sûr. Donc tes clients étaient contents et ça se comprend, quoi. Et ça se comprenait. Ouais, ils avaient une réelle économie, donc clairement, ils étaient satisfaits. Un véhicule mieux équipé, avec un suivi qui était des fois mieux qu'en France, parce que le contrôle technique en Allemagne, c'est tous les ans. Enfin voilà, il y avait plein de petites choses comme ça, donc c'était cool. Okay. Et puis finalement, j'ai vendu, donc j'ai fermé cette première boîte, quoi. Donc première expérience entrepreneuriale avec rien finalement, sans expérience en commerce, j'ai tout lancé comme ça, un peu tête de bélier, j'ai baissé la tête et j'ai foncé. Et ça a bien marché. Et satisfaisant. Ouais. Ça t'a plu, quoi. Enfin, t'as mordu à l'entrepreneuriat et ça t'a plu. Ok. Ouais. Alors ça, c'était pour le côté cool. Il y a quand même un côté un peu moins cool, c'est que j'étais complètement devenu dépendant de mon business, quoi. C'est-à-dire que quand je dis que mon téléphone sonnait tout le temps, c'est que de 6h le matin à 23h le soir, ça sonnait. Et en fait, les gens appellent. Et moi, c'était comme une espèce de période de confinement à l'époque, en 2011, pour moi, parce que je me suis renfermé naturellement. J'étais tellement content de ce business qui marchait. J'étais jeune, je faisais de l'argent, je bossais dans un secteur qui me plaisait, l'automobile. J'étais toujours attaché à ce truc-là. C'était cool, quoi. Et en fait, je me suis renfermé.
Et j'avais tellement peur de louper un appel client que je ne sortais même plus faire des courses, quoi. C'était une hantise de sortir par peur de louper un appel client. Mais en fait, je pense que c'est issu de moi. Je suis comme ça. J'ai tellement la volonté de service, d'être dispo, de répondre aux clients, machin, que je me mettais une pression folle, mais vraiment folle. Et en fait, je me suis enfermé là-dedans, mais parce que j'avais pas la méthodologie, parce que je me dis, mais t'imagines, si je loupe un client, je vais faire mes courses pour 1 heure. Je loupe un client, en 1 heure, je peux avoir j'avais entre 4 et 6 appels. Entre 4 et 6 appels, plus l'heure suivante où c'était pareil, je me dis jamais je pourrais rattraper le retard, jamais je pourrais traiter les clients, ça sera impossible à rattraper. En fait, j'avais une pression folle et je me disais, je peux tellement pas louper une vente, tellement pas louper un client que je peux pas me le permettre. Et ça, c'était le côté un peu négatif où je me suis trouvé renfermé dans mon business et où je me suis dit, ok, le fait de... comme je l'ai dit, j'ai toqué à la porte de ma mère, donc je vivais chez ma mère, donc en fait, j'étais redevenu un espèce d'ado qui sortait pas et où ma mère faisait tout et voilà, c'était ce truc-là, quoi. Sauf que j'étais majeur, dingue. Une histoire dingue. Quand j'y reprends, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis autant fermé? Est-ce que ça te rapportait aujourd'hui? T'es pas obligé, hein. Je faisais entre 1000 et 2000 la semaine. Ah ouais, c'était propre. C'est propre. Voilà. Par contre, t'avais plus de life, quoi. J'avais plus de vie. Alors, j'étais quand même jeune avec plein de potes. Donc, le jeudi soir, je le bouclais. En fait, le jeudi soir, c'était le seul soir où, en fait, je stoppais tout. Je montais, je faisais une demi-heure de route pour aller dans la plus grande ville à côté de chez moi, qui est Poitiers. Et puis, je me faisais des soirées étudiantes du jeudi soir. Le lendemain matin, je rangeais tout l'appart de mes potes, etc., pour les remercier de m'avoir accueilli et hébergé pour la nuit. Et puis voilà, et puis je repartais le midi, et puis je reprenais mon taf comme ça. Mais ouais, mais est-ce que tu as eu l'intelligence à ce moment-là que ça n'ait pas servi à rien? Est-ce que tu as eu l'intelligence de pouvoir mettre de côté, coffrer aussi beaucoup? Parce que tu gagnais beaucoup en étant très jeune et en n'ayant pas de charge. Donc, tu as eu cette présence d'esprit. J'ai eu cette présence d'esprit, mais j'avais non pas que j'ai un profil dépensier, loin de là, mais en aimant les bagnoles, forcément, je me suis pas acheté, même ma première voiture, ça a jamais été une 205, quoi. Je me suis refusé à ce truc-là. Donc, je suis rentré, moi, quand je bossais en bac pro en tant qu'apprenti, j'avais mon salaire, un petit salaire de 700 € à peu près. Et rien que là, j'avais fait un crédit pour ma première bagnole parce que c'était impensable pour moi de rouler dans un taudis, quoi, à 18 ans, en tant que mécanicien, en tant que passionné d'auto, c'était impensable. Donc, j'ai fait mon premier crédit pour une bagnole. Le truc qu'aujourd'hui, je ne referai jamais. J'avais acheté une Swift Sport à l'époque parce que c'était une bonne occasion. Et donc véhicule pas du tout que j'achèterais plus aujourd'hui et que voilà, mais très bonne bagnole pour commencer. J'étais content, je payais pas trop cher d'assurance, ça m'allait. C'était un peu tape à l'œil comme j'aimais quand j'étais gamin. Et puis voilà, ça me convenait bien. Mais voilà, des erreurs qu'on fait en tant que jeune adulte ou qu'on Est-ce que fait c'est plus, vraiment des erreurs? Non, parce que tu kiffes ta vie en fait. Tu kiffes comme voilà, ça, et puis tu kiffes l'instant présent et voilà. Donc, ok. Erreur sans en Donc être. là, le petit chrome qui va bien, la voiture de sport qui va bien, avec l'ampli, le boomer dans le coffre, et une soirée étudiante, et après tout le reste de ta vie, en fait, c'est destiné au travail, mais tu as quand même mis de côté. Ok. Et après, il y avait de l'argent de côté, il y avait tout ça. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait des lacunes en commerce parce que je pouvais faire mieux et que j'avais cette peur, je me suis dit, attends, mais c'est pas possible, je travaille mal, j'ai pas les bonnes méthodologies, tu peux pas avoir peur de louper un appel client comme ça, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est là où j'ai dit, j'ai des lacunes en commerce, évidemment, mais c'est normal, j'ai jamais appris le commerce, j'ai fait ça sur le tas, parce que je sentais une fibre commerciale et ça passait bien avec les clients, mais c'était tout. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à recruter des gars, à vouloir déléguer, voilà, une partie, à dire, toi, tu vas t'occuper de ce client, machin et tout. Et puis, en fait, je me gardais que les clients qui étaient les plus chauds pour moi, que je sentais les plus prêts à passer à l'action et à me faire confiance et à acheter. Voilà, c'était ça aussi, parce qu'on avait un taux de perte qui était énorme sur 10 appels, si t'en as 0,5 à qui t'arrives à vendre, c'était bien, quoi. C'était bien. Il y a tellement de peur. Il y avait tellement de peur, c'était énorme. Donc voilà. Et du coup, là, je vais en DUT commerce, je fais mon DUT, on pose l'ultimatum, et puis du coup, je vends la boîte. Après le DUT, je reprends un nouveau job, donc mon deuxième vrai CDI. Je suis responsable des ventes dans une concession moto à Poitiers pour représentant de 6 marques.
Je kiffe Ok. un max. Alors même si on bougeait pas trop, je rencontrais tous les jours tous les jours des nouvelles personnes. Et surtout, tu rencontres des gens qui rentrent dans ton magasin avec un smile de ouf. Et ça, c'est trop bien. Ils sont tellement Achat heureux. passion. Ben oui. Ouais. Achat passion. Quand t'en es à acheter des bécanes, c'est qu'en général, t'arrives à Ouais, c'est que suivre le va reste de bien, ta vie. quoi. Voilà, donc oui, je comprends complètement. En gros, on te dit pas tous les jours, j'ai un problème d'argent, gna, gna, les mecs, ils sont là pour craquer de l'oseille. Par contre, toi, tu devais être payé comme une sous-merde. Ouais, c'est l'envers de la médaille. Tu kiffes parce Ouais. que en fait, tu ne vends pas, tu fais que parler de ta passion et de la bécane. Et le mec, en Ouais. fait, il signe un bon de commande parce qu'il est tellement heureux de l'acheter qu'il C'est réfléchit ça. même pas. Et Ouais, donc, c'est à Par l'émotion, contre, quoi. t'es payé au lance-pierre. La pire paye de ma vie. bah oui. Pire paye de ma Oui, vie. non mais ouais, Et t'as en- pas de commission, là, t'as que dalle. Si, il y a une commission, mais qui est ridicule. Sur de l'occasion. Non, sur du neuf. J'étais sur du neuf. Ok. Mais la marge dans le neuf, déjà, est très faible. Suffit d'avoir un Ouais. concurrent. Alors, ça, c'est un truc. J'en ai parlé dans un de mes emails quotidiens où j'avais un concurrent qui était pas très loin et qui vendait ses motos au prix coûtant. Parce qu'en fait, c'était un mec qui faisait du cross, un passionné de cross. Et lui, son objectif, c'était pas de faire du business. C'était un petit garage. Donc, en fait, le patron était aussi commercial. Et l'objectif, c'était pas de faire de l'argent sur la vente, c'était de faire de l'argent sur la réparation. Parce qu'un mec qui fait du cross, il te pète un levier de frein, un machin, un truc quasiment tous les week-ends. Et l'entretien des bécanes, ça coûte une fortune. Donc il faisait son argent, il disait ouais, je te fais un super prix à l'achat, machin, tu pourras pas trop aimer, bah tu m'étonnes, c'est prix coûtant. Tu gagnes pas d'argent, gars. Donc forcément. Et donc les gars, ils étaient hyper contents. T'as vu comme le mec, il est cool et tout. Allez, on va faire entretien à la moto là-bas. Cela dit, très très bon business, enfin très malin. Bah ouais. C'est exactement Très malin, comme quand tu as Leclerc avant les vacances qui te dit essence à prix coûtant, donc ils remettent du monde et du coup tu fais tes courses là-bas. Donc Tu refais des segments toutes les 200 heures sur ces bécanes là et encore. Donc le mec était très très malin. Enfin, pour le coup, lui, il avait tout compris. Il s'est dit j'attire le nouveau chaland par un prix abusif, enfin abusément intéressant pour lui. Mais surtout, je le fidélise et c'est là où je le défonce en tarif, quoi. Je fais tout mon argent sur l'atelier. Ok, voilà. D'accord. Donc, tu avais ce concurrent-là. Et j'avais ce concurrent-là qui faisait partie d'une des marques sur les 6. Ça allait encore. Mais du coup, difficile parce qu'en plus, on avait des motos à l'époque qui étaient, où c'était difficile de les avoir et le mec, il te vendait ça à prix coûtant, des motos à 16 000 balles, 15 000 balles. Neuf. Ouais, c'est n'importe tu dis quoi. Putain, mais c'est pas possible. La France entière, les concessionnaires en entier cherchent ces bécanes et toi, t'en as 1, 2, 3 parce qu'on en avait X par concession parce que c'était limité. Et le mec, il te vend ça à prix coûtant alors qu'il n'y avait même pas besoin, quoi. Et c'était fou. Enfin, ça me rendait fou, mais ça fait partie de. Un chevalier blanc du business, mais bon. Ouais, c'est comme ça. Mais l'injustice, c'est un gros sujet pour moi. Oui, non, Tony. Oui, non, parce que c'était même pas chevalier blanc. Après, il se gavait derrière. Hein. Il faisait pas ça. Lui, c'était une grosse technique commerciale et il avait raison. Ouais. Après, si tu peux gagner de l'argent un peu partout, bon. Après. Oui, mais ce qu'il voulait, c'était avoir tout le monde. Il pétait complètement le marché et après, il se récupérait tous les clients. Donc, c'était une technique qui fonctionnait quand même pas mal. Enfin, moi, je trouve ça pas con. Je dis pas que je le ferai, mais surtout avec des motos, quoi, parce que niveau entretien, c'est rien à voir avec des voitures. Tu y es beaucoup plus souvent, quoi. Et puis en plus, tu as envie d'y aller. Ouais. Parce que t'as pas de carrosserie, donc tu te dis de toute façon, il faut que mon kitchen il soit bon, quoi. J'ai pas envie de me mettre en l'air. Ok, bon, très bien. Donc après, mon petit Quentin. Et bien après ça, malheureusement, j'ai eu un gros accident de moto à la débauche parce que j'utilisais les motos de la concession en tant que véhicule de fonction. Et j'ai eu un grave accident qui a tout stoppé en fait. Parce que je me suis retrouvé en fauteuil roulant, j'ai fait 2 ans de kiné, j'ai fait de la réanimation, enfin tout ça. Et du coup, j'ai dit ouais. Bah, un petit accident en centre-ville, hein, que dalle, un truc à 50 km/h à la con, hein, mais voilà, tu tombes mal et puis c'est comme ça. Ah ouais. D'accord. Donc là, moi, je pensais que pour le storytelling, t'allais me dire. Je pensais que pour le storytelling, t'allais nous dire, je suis passé par-dessus 3 camions. Mais non, d'accord. L'accident de merde en plus, quoi. Accident de merde, une voiture qui coupe devant en sortant d'un parking, tu passes au-dessus de la bagnole, tu fais 25 mètres et voilà pour ton storytelling. Quand même. Voilà, t'as quand même fait un petit vol plané. Bon, et voilà, tu fais un petit vol et puis t'as quelqu'un derrière toi forcément, donc tu te dis oh merde, qu'est-ce qui peut lui arriver? Tu vois que ça se lève pas, tu dis bon bref, un peu catastrophique. Ok. Mais t'avais quel âge là? C'était en 2013, donc j'avais 20
ans, 21 ans, ouais, un truc comme ça. Ok. Voilà. Et du coup, là, tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, t'as des espèces de fixateurs externes sur la jambe, t'es en fauteuil roulant. Tu te dis, le métier de commercial moto, c'est terminé parce qu'en fait, le samedi, même la semaine, hein, tu passes ta journée à courir. Tu montes sur une moto, tu descends d'une autre, tu cours après un client, tu vas à l'atelier pour savoir quand c'est qu'on peut préparer la bécane, machin. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. Et moi, aujourd'hui, je ne peux plus courir, je ne peux plus sauter, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Donc, m'invitez pas à marathon. Je ne pourrais pas participer. Garder des séquelles quand même. Ouais, il y a quelques séquelles, ouais. Il y a quelques séquelles. Okay. Donc, mais bon, ça n'empêche que je marche et ça aurait pu être pire. Ouais. Donc, ça t'a pas empêché de défoncer tout le monde quand on avait fait le e-combat on courait de partout. Après un mastermind, on avait fait ça. Ouais, c'était au congrès d'Alex, le laser game ou laser quest, ça dépend. Ça c'est comme, chocolatine et pour chocolat. C'est pas le même nom selon le département. Mais c'est le truc nouvelle génération où t'as un espèce de patch sur le bide électrique et tu prends des décharges quand tu te fais tirer dessus. Tu m'en avais parlé de ça. Quel enfer ce truc, j'étais brûlé le lendemain. Ah ouais, ça pique fort. Ouais. Mais c'était drôle. Mais bon, du coup, j'étais plus sniper que à courir. Hein. Ouais. J'étais un peu sur la planque quand même, tu vois. Mais bon, parce que je peux pas courir, clairement pas. Donc voilà. Ah, okay. Et là, tu te poses plein de questions et tu te dis mécanicien, même si j'ai envie de le refaire, par exemple, si j'aurais envie de le refaire, c'est mort. Je peux pas rester accroupi comme avant. Je peux pas faire le métier de commercial moto que j'adorais. Donc si je fais commercial, c'est je sais pas, un commercial qui reste derrière son téléphone et qui attend les appels, comme je faisais en tant que mandataire un peu en fait finalement, mais j'ai pas envie de le refaire. Ouais. Et du coup je me dis j'ai fait des études en commerce, qu'est-ce qu'est le commerce de demain? Et là je me dis le commerce de demain c'est le commerce sur internet. Et du coup je reprends une nouvelle fois mes études pour la 3e fois. Ok. Donc première étude mécanicien, 2e étude commerce et 3e étude e-commerce, donc commerce sur internet. Et là je fais une licence, j'arrive à Bordeaux du coup en 2014 et je fais une licence plus un master, donc master 1, master 2 e-commerce. Et au Master 2, donc à chaque fois en alternance, 3 années d'alternance où je découvre 3 métiers du web très différents, qui étaient très, très intéressants. Et c'est là, en fait, sur ces métiers où je me suis rendu compte que chaque année, donc je commençais mon contrat d'alternance en septembre, et à chaque fois à peu près à la même période, c'est-à-dire janvier-février, là, comme on est en février, je commençais déjà à m'ennuyer de mon poste. Dingue, hein, tu dis un poste, t'es en CDD, en CDI, machin, en fait... t'as plein de choses à voir. La boîte, tu la connais pas. J'ai fait des petites boîtes, des grosses boîtes. Il y a plein de choses à faire. En fait, quelques mois après, finalement, je m'emmerdais déjà. Ça me correspondait pas d'aller au bureau, de faire des tâches qu'on me demande ou même d'être proactif parce que tu fais des propositions, mais quand c'est des petites boîtes, il y a pas le budget. Quand c'est des grosses boîtes, il y a des process qui sont hyper longs. Enfin, à chaque fois, je trouvais une problématique et ça me correspondait pas, quoi. Et à mon master, on me propose de faire un projet. C'était un projet, un espèce de projet personnel qu'il fallait monter. Et qui valide le diplôme. Donc, tu es obligé de monter un espèce de gros business plan, faire une étude de marché, plein de choses, etc. Et je décide de le faire dans l'immobilier parce que, après toutes mes années d'études, j'ai été locataire de plein de logements. Et en tant que locataire, j'ai vécu quelques litiges avec des propriétaires et des agences. Mais là, je me mets dans la peau du locataire. Et moi, je suis quelqu'un de très droit. Je suis quelqu'un qui a des devoirs, mais qui a aussi des droits. Et je sais ce que j'ai le droit de faire et je sais ce que j'ai pas le droit de faire. Et quand, par exemple, il y a une agence, c'était des litiges tout simples, hein, ça s'est toujours résolu à l'amiable, il n'y avait pas de problème en soi. Pas de vrai problème. Mais par exemple, une agence qui m'envoie une relance pour loyer impayé. Moi qui paye mon loyer de manière automatisée, avec un virement automatique, comme on espère que tous nos locataires paient. Ouais, c'est ça. Je dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a une erreur dans votre compta. Et en plus, je vois que sur la lettre de relance, il me facture, je sais pas... 2 balles ou 10 balles, c'était même pas pour la somme, mais c'était pour le geste de relance, quoi. Je dis, mais une agence, elle n'a pas le droit de faire ça, c'est pas possible. Alors je commence à me renseigner et tout. Donc je leur fais un courrier, mais vous n'avez pas le droit. J'ai payé, je vous invite à vérifier votre compta. Voici la preuve du virement, screenshot du compte en banque, machin. Ah, mais on l'a pas. Et puis ça continue, jusqu'au moment où ils se rendent compte de leur erreur et ça s'arrête. Je dis, ok, très bien. Et ça, c'était pour une histoire, mais il y en avait des petits autres comme ça, des petits trucs. Et je me dis, mais si une agence n'est pas capable de gérer son truc et d'être professionnelle et surtout de ne pas respecter ses obligations ou de facturer des choses indûment, si moi, ça m'arrive, à combien ça arrive? Et je commence à en parler autour de moi, aux mecs de ma promo, etc. Et en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de locataires qui ont déjà eu un litige avec son propriétaire. Voilà.
surtout à Bordeaux où on a des problématiques d'humidité dans les logements, des logements très humides avec des remontées capillaires dans la pierre. C'est une vraie catastrophe à Bordeaux. Et du coup, je me dis, il y a peut-être un truc à faire. J'aimais bien l'immobilier, je m'intéressais un peu à la pierre. Durant ma première année de master, je m'étais renseigné sur l'investissement locatif, je trouvais ça hyper intéressant et tout. Et je comptais me lancer. Puis je dis, du coup, je vais en faire mon sujet pour ma deuxième année de master, je vais faire ce sujet-là et je vais essayer de trouver des solutions pour limiter le litige entre le propriétaire et le locataire. Parce qu'en fait, le propriétaire, il a des obligations au travers d'une loi qui n'est pas toujours évidente à comprendre, alors que normalement, tout le monde devrait la connaître, mais faut être juriste pour la comprendre, pour avoir les petits détails. Et puis, de l'autre côté, un locataire qui espère simplement vivre dans un logement décent, tranquillement, sans se faire abuser par un propriétaire ou une agence malveillante. Et en fait, j'ai fait une étude de marché, je trouvais rien. Je trouvais bien des outils d'automatisation qui facilitaient la vie des bailleurs pour automatiser l'envoi d'une quittance, pour faire ci, pour faire ça. La solution de l'agence immobilière pour déléguer, mais ça a un coût. Quand en plus l'agence fait correctement le travail, parce que malheureusement les agences aujourd'hui c'est un peu compliqué, il faut trouver un bon partenaire, ce qui n'est pas forcément évident. Et du coup je me suis dit ok, je vais faire un outil numérique parce que mon métier et mon diplôme c'était dans le numérique, et je vais faire un outil numérique d'automatisation comme les autres, à la différence que moi je suis là pour guider juridiquement et pour que tous les actes qui sont faits au travers de l'application soient conformes, c'est-à-dire que le propriétaire, s'il suit l'app, il est sûr de ce qu'il fait et jamais il pourrait être mis en défaut par rapport à son locataire, par rapport à un acte qu'il a fait. Donc il y avait un vrai guidage juridique. Et du coup, à la sortie du master, j'ai lancé cette boîte qui s'appelait Elia. Avec des associés, j'ai trouvé une juriste immobilière, j'ai trouvé un développeur, on a embauché jusqu'à 6 personnes. J'ai fait ça de 2017 à 2021 à peu près. Et on a eu des problématiques qui sont liées au développement informatique et aux outils numériques. Un outil SaaS comme est Facebook, une application disponible sur le web. Et du coup, le budget qui était à la base alloué à de la communication au moment de la sortie, on a dû le mettre dans le développement parce qu'on avait du retard. Enfin, plein d'autres choses, plein de problématiques entrepreneuriales qui ont fait que, au moment où on est sorti, on n'avait plus de budget pour communiquer. Et quand on n'a plus de budget pour communiquer, c'est compliqué. Donc, on trouvait des clients parce qu'on avait créé un groupe Facebook qui nous faisait confiance, on donnait de l'expertise, on donnait du conseil. Donc, les gens nous identifiaient comme, je dis nous parce que c'était moi, mais aussi mes associés, notamment Charlotte, qui est juriste immobilière et qui m'a accompagné, qui était associée dans cette société et avec qui on faisait les contenus, avec qui on apportait de l'information sur ce groupe et à cette communauté de manière gratuite. Donc, on était vus comme des experts de la gestion, comme des personnes qui connaissent leur métier. Et on a pu récupérer quelques clients là-dessus, mais pas assez pour créer une traction. Et du coup, pour aller faire une levée de fonds qui était nécessaire, parce que là, sans budget, sans rien, on n'avait pas d'autre choix que de faire une levée de fonds pour faire de la com et puis balancer, quoi. Mais en fait, on avait une vision sur 6 mois et c'était trop tard. Le business model là de cette app, c'était quoi en fait? Application gratuite et après mensualisation? Non, il n'y avait pas de freemium. Au début, en fait, on avait un business model qui était à la carte, c'est-à-dire que le premier outil et le premier service de Stapp, c'était de te générer un bail conforme à la loi. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux générer un bail en ligne, tu peux utiliser un modèle sur PAP, sur machin, que tu vas payer entre 2 et 15 euros. Je connais plus les tarifs, je crois qu'ils ont augmenté. Mais c'est un bail type et tu peux compléter le truc, mais il n'y a pas d'information qui te dit le dépôt de garantie, c'est 1 mois de loyer ou 2 mois de loyer, selon si c'est du bail nu ou du bail meublé, par exemple. Donc, en fait, tu as un modèle qui est conforme, comme le modèle qui est disponible gratuitement sur le site du service public. Mais en fait, est-ce que ce modèle, finalement, il t'apporte la réelle conformité parce que la complétion du bail, tu peux faire des erreurs si tu connais pas la loi. Et nous, l'objectif, c'était de mettre la loi dans cet outil et que si tu mettais plus de 2 mois de loyer de dépôt de garantie, par exemple, il y avait un blocage et on disait non. Et non, pourquoi? Et on donnait le texte de loi, on t'expliquait. Comme ça, en plus de faire un bail correctement qui te sécurise, on t'apprenait tes obligations, on t'apprenait les règles et c'était pédagogique finalement. Donc, c'était le premier business model. Et après... Qu'est-ce qu'on payait en fait? Je suis désolé. Tu payais l'édition du bail. Tu rédigeais ton bail sur l'app. Et à la fin, tu veux l'envoyer en signature électronique, etc. Tu payes à ce moment-là. Voilà. One shot. Et après, on avait plein de nouveaux services qui allaient arriver, d'automatisation, de comptabilité, plein de petites choses qui là nous auraient permis de basculer sur un système d'abonnement parce que c'est du coup un service qui était plus mensuel et pas forcément j'ai besoin d'un bail aujourd'hui, le prochain bail ça sera peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois.
Là, on avait vraiment un service mensuel avec l'automatisation de l'envoi de la quittance, l'automatisation de l'envoi d'une demande d'attestation d'assurance annuelle pour le locataire, enfin plein de petites choses qui forment la gestion locative. Et là, on s'est dit, c'était intéressant, quand on en arrivera là, de basculer sur un business model d'abonnement, mensuel ou annuel, avec bien sûr une offre plus intéressante financièrement en annuel, et de faire ça. Mais malheureusement, on n'a pas pu arriver jusqu'à là, parce que les retards faisant, le manque de budget faisant, j'ai préféré stopper, plutôt que de continuer. En fait, à un moment, il faut se dire, vaut mieux se couper le pied que la jambe. Et c'est la réflexion qu'on a eue, et on a pris cette décision du coup en 2020-2021. Voilà. Après les fermetures de société, ça prend toujours un peu de temps. Donc voilà. Donc liquidation, terminée. Liquidation amiable, on arrête tout. L'argent qui reste dans la société, on se leur dispatche l'argent, il restait pas grand-chose, hein, très clairement, mais voilà, on se leur dispatche, on paye les dernières factures, les derniers machins, on dit au revoir à tous les apprentis, à tous les salariés, on leur trouve des solutions, et puis on passe à une autre histoire. Le livre, il arrive à quel moment ? Il arrive en amont de ça ? Enfin, pendant ça, en fait. Ouais, il arrive pendant ça, exactement. Il arrive pendant ça. Le livre, initialement, il est issu de toutes les informations qu'on a données sur ce groupe, qui s'appelle Immobilier Gestion Locative, ce groupe gratuit sur Facebook, et dans lequel on a créé des modules. Il y a combien d'abonnés aujourd'hui ? Il y a combien de personnes sur le groupe ? 13 000, on a dépassé les 13 000 là, à peu près. C'est énorme. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est un groupe qui a 3 ans. Voilà, quasiment 3 ans. Ouais, ça doit être par là. Donc oui, c'est très bien que de l'organique, on n'a jamais communiqué dessus, c'est-à-dire que c'est le contenu qu'on mettait sur le groupe qui a fait que Facebook nous mettait en avant dans les propositions de groupe et que les gens demandaient une adhésion et nous on acceptait l'adhésion, donc il y a un filtrage classique et puis voilà, ça s'est fait de manière totalement organique avec du bouche à oreille, des membres du groupe qui étaient satisfaits, qui en parlaient aux copains, à la copine, investisseurs et puis ça s'est fait comme ça. Mais ouais, 13 000, c'est énorme finalement quand je cherche ça. Oui. Ouais, c'est beaucoup. Grave. Ok. Donc là, on est en 2021. Ouais, on est en 2021, on ferme tout. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais de toute mon expérience ? J'ai appris le métier de gestionnaire avec une juriste immobilière. Pendant ce temps-là, Quentin, pendant ce temps-là, tu avais assez de clients, en tout cas, pour pouvoir te rémunérer, pour pouvoir rémunérer ton équipe. Ça a fonctionné pendant ce temps-là ? Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est, en fait, de 2017 à 2021, c'est des fonds propres. C'est des levées de fonds publics avec des aides de la région, des aides à l'innovation, des choses comme ça, qui fait qu'on arrive à payer des alternants, on arrive à payer des stagiaires, on arrive à payer des employés, mais que les 3 associés ne se rémunèrent pas. Et à un moment, on avait une alternante en développement qu'on a associée. Donc pendant un moment, on était 4 associés minoritaires, parce qu'en fait, elle était très forte dans son métier. Elle avait un mindset pour une développeuse que j'appréciais beaucoup. Et pas forcément un mindset entrepreneurial, mais un mindset de compétence à travailler en équipe. Voilà, ce qui est parfois difficile chez des profils développeurs. Comment ? Leader, c'était vraiment le synonyme de leader, quoi. Okay. Elle faisait très bien la relation entre l'équipe technique et puis la partie graphisme et puis les problématiques commerciales et la valeur du produit. Donc c'était très bien et du coup on a voulu l'associer parce que on n'avait pas les moyens de la salarier. Donc on lui a proposé ce truc-là et elle a accepté. Donc pendant un moment on était 4 associés, mais non, en dehors des salariés, personne n'a été payé pendant ces années. Donc c'est vrai que là, tu te dis heureusement que pendant que tu gagnais ta vie avec ton premier projet entrepreneurial à 18 ans en tant que mandataire, tu as mis un peu d'argent de côté. Sans cacher que évidemment, quand un accident de la route aussi grave que le mien, tu as aussi les assurances qui fonctionnent aussi. Donc ça te permet d'avoir un pécule. Donc tout ça m'a permis de vivre sans forcément me verser de salaire. Mais ça peut pas durer éternellement non plus, quoi. Ah non. Ouais, non, toi, t'as fait de la vraie entreprise, quoi. Comme beaucoup. C'est-à-dire, je monte une boîte, pendant 12 ans, je me paye pas. Inch'Allah, je croise les doigts, un jour, ça va payer. Et pac, d'un coup, ça pète. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est l'histoire de beaucoup d'entrepreneurs, hein, ça. De pas se payer pendant 2-3 ans. Moi, c'est un concept que je comprends pas bien. Mais ok. Non, mais quand tu le fais, tu vois, c'est toujours comme ça. Regarde, quand on a lancé AB Invest, c'est sûr que forcément, quand tu te lances en marchand de biens, c'est 2 ans sans se rémunérer pour faire une trésor, le temps que les affaires, elles sortent. C'est sûr que pour l'entrepreneuriat, c'est un luxe que si tu n'as vraiment rien devant toi, tu peux pas t'offrir, quoi. Ouais,
Totalement. Et c'est pas vous à tout le monde. Tout le monde n'a pas spécule pour accepter 3 ans sans salaire. Alors, il y en a beaucoup qui font le test. Je suis salarié, je touche Pôle emploi, ça me laisse 2 ans. On voit comment ça marche pendant 2 ans. Bon, la 3e année, ça commence à décoller, mais c'est pas assez. Allez, je me serre la ceinture pendant la dernière année. J'ai ma femme qui accepte le truc et qui me soutient et qui croit en moi. Allez, ok, pour qu'on vive au quotidien sur un seul salaire qui est le sien. Bon. Allez, on donne tout ce qu'on peut. Et puis, en plus, je vais pas être souvent là parce que je fais des journées qui font 10-12 heures. Bah ouais, c'est clairement ça. Mais c'est travailler fort en espérant déléguer plus tard et sortir un peu de ces journées affolantes et puis essayer de monter un truc qui tourne très bien par la suite. Et ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Comment t'as pivoté alors après à la suite de cette décision? Moi j'ai juste un truc avant qui prend 1 minute. Pendant ce temps-là, toi t'investis à titre perso ou absolument pas? Parce qu'en fait on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat mais pas du tout d'investissement IMO. Est-ce que t'avais toi aussi switché de ton côté en nom propre ou pas du tout? Alors il y a eu des investissements en nom propre pendant cette phase entrepreneuriale. Évidemment, je n'étais pas dans les projets ou très en arrière dans les projets parce que mon profil est catastrophique. Un mec qui reprend plusieurs fois ses études, un mec qui a très peu de salariat, d'historique de salariat, un mec qui a eu des sociétés, profil complètement instable pour une banque, c'est une catastrophe. Donc c'est compliqué, mais il y avait de l'argent de côté. Voilà, qui me permettait de vivre. La banque arrive à voir ça. Et puis après, j'ai aussi une compagne qui, elle, a un profil beaucoup plus carré que le mien, avec des études totalement logiques à la différence des miennes, et un CDI dans lequel elle se plaît et qui permet d'avoir la sécurité que la banque recherche. Voilà. Mais donc, tu avais acheté de l'immobilier là? Ouais. On a acheté de l'immobilier à 2, mais pas tout seul parce que j'avais pas la confiance des banques. Ok, très bien. Ouais, du coup, de l'immobilier, à cette phase-là. Ok. Et puis, du coup, Tony, pour répondre, il y a eu un pivot, Il y a eu un pivot, je ferme la boîte, je me dis, j'ai quand même pas fait 5 ans à bosser, 4-5 ans à bosser comme un trimard pendant 50 à 70 heures semaine, sans vacances, sans rien, sans gagner un copec, pour rien. Il faut que je trouve une solution pour rebondir là-dessus, quoi. Et j'ai utilisé tout ce qui a été créé en termes de communication. J'ai repris tout ça et je me suis dit, au lieu d'aider les gens avec un produit numérique, je vais aider les gens à l'ancienne, en consulting, en one-to-one. On va se faire des rendez-vous, ils ont une problématique, je les aide, ils ont un bail à rédiger, je les aide, mais je vais pas juste leur rédiger un bail, je vais leur apprendre à rédiger un bail. L'objectif pour moi, c'est pas de facturer un client à chaque fois qu'il a un bail à rédiger. L'objectif, c'est de facturer le client une fois, lui apprendre. La deuxième fois, quand il aura un autre bail, il me posera peut-être une question à la marge parce qu'au lieu d'avoir un étudiant, il a un salarié et du coup, il sait pas trop si ça engendre des différences en termes de rédaction, mais c'est mineur, c'est 1 point sur une centaine de points dans le bail. Et tout le reste, il sait le faire. Et c'est ça l'avantage pour moi. Ma vision des choses, c'est pas de facturer X fois un client. C'est de lui apprendre et d'avoir un vrai accompagnement. Et comme ça, s'il a un autre problème qui n'est pas le bail, mais qu'il a un litige, qu'il a besoin d'étudier, d'aide pour étudier un projet, il viendra me voir parce qu'il sait que je vais pas simplement lui dire oui ou non, je vais lui dire oui parce que, et voici pourquoi, et machin. Et c'est comme ça que je vois la vision du service et du consulting et que j'accompagne mes clients aujourd'hui. Ok. Ça, c'est chouette. C'est rigolo, j'allais te dire, Yann, parce que on a récemment fait une formation tous les deux, Yann et moi, qui nous permettrait de reproposer des offres pour le CPF, et une formation qui s'appelle « Convaincre et communiquer dans son activité d'indépendant ». Et justement, on s'est fait la réflexion parce que c'est comme ça aussi qu'on a commencé à proposer des produits. C'est le coaching, en fait, coaching, consulting. Comme ça, tu es au plus près de ta communauté, de ce qu'ils ont vraiment besoin, et c'est aussi une des meilleures façons, en tout cas, de gagner sa vie avec son expertise quand on... Donc, et là, c'est quelque chose que tu fais toujours aujourd'hui? Et là, c'est quelque chose que je fais toujours. Toujours. C'est ma société actuelle. Je suis redevenu tout seul, comme quand j'avais 18 ans, tout seul dans ma boîte. En micro, Quentin, ou pas du tout? Oui, sur un statut classique auto-entrepreneur. En attendant patiemment le passage en société parce que le chiffre d'affaires me l'oblige, mais pour le moment, je fais ça simplement. Et puis, je monte différents produits, différents projets. Je suis encore en pleine création de mon offre.
J'ai des offres qui existent depuis déjà plus d'1 an, mais j'ai d'autres idées. Tout ça, c'est encore à faire. Par exemple, je suis en pleine rédaction de la nouvelle édition du livre, parce que Anthony t'a montré la première édition, il y a une deuxième édition, et il n'y a pas eu de mise à jour l'année dernière, mais en 2023, il y aura une mise à jour, donc j'espère terminer pour le premier trimestre, mais je le dis doucement parce que... Ok. Ce livre-là, tu as vendu à peu près combien d'exemplaires ? Alors, en physique, livre papier, il y a 1000 exemplaires, et après, il y a une version e-book qui était sortie, qui était disponible à l'époque sur Amazon. Je l'ai enlevé parce que le contenu n'est plus vraiment à jour. Il y a eu beaucoup de mises à jour réglementaires d'un point de vue gestion, donc je suis pas là pour orienter mal et juste faire des ventes, donc je l'ai complètement stoppé. J'ai dû avoir entre 200 et 500 ventes en e-book, donc 1002, on va compter 1002. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, la gestion locative, ça me donnait tellement mal au ventre. On en avait parlé plein de fois avec Quentin parce que voilà, j'essayais de faire de mon mieux et à chaque fois, il y a un truc qui allait pas. Et puis surtout, sur mon premier achat, mon premier immeuble de l'enfer, t'avais beau faire les plus beaux du monde, les plus bobos du monde, ils s'en servaient pour caler des meubles, tu sais, en faisant des boules. Et ça, c'était l'enfer, quoi. Mais par contre, ça m'a sorti de la merde pour un paquet de trucs. Tu vois, juste des trucs tout bêtes, mais la remise des détecteurs de fumée, tu vois. À l'époque, une fois, je l'avais pas fait et je savais que j'oubliais un truc et j'ai repris la checklist du bouquin. J'ai dit putain, t'oublies le détecteur de fumée. Donc je vais en acheter un pour faire les trucs comme il faut, tu vois. Mais Yann rigole avec le détecteur de fumée, regarde-le. C'est des détails où tant qu'il se passe rien, ça va. Ouais. Le jour où il y a un incendie, il y a trop d'investisseurs dont on ne parle pas qui a eu un incendie pour un problème électrique et on se rend compte que le propriétaire n'est pas en capacité de prouver qu'il a fourni le diag électrique au locataire à l'entrée dans les lieux. Bah, il est quasiment considéré comme responsable. Et quand c'est un locataire qui décède dans un incendie dans ton appart, c'est chaud. C'est très chaud. Alors, tu vois, autant les détecteurs, je les ai. Autant le diag électrique, je l'ai jamais remis à aucun des locataires. Mais alors jamais. Hein. Mais tu vois, ça c'est des trucs à la con, comme tu dis, mais... Non, le diag électrique, pour un truc, mais même si le mec c'est un fin poivreau, tu vois, et qui s'endort avec sa clope et qui meurt brûlé dans son lit, si t'as pas remis le détecteur de fumée, tu peux aller en prison parce que... non, mais ça... Même à 4 grammes, il aurait pu l'entendre, tu vois. Ça, je rigole, mais en fait, je le fais. Pour une raison très simple, c'est que ça coûte 20 balles. Donc, je le fais. Et tu sais comment j'ai posé les derniers? Je les mets avec du double face. Et dans les Airbnb, là, tu sais comment j'ai mis? Je te jure, j'ai pris un balai, frère. Enfin, j'ai mis du double face, j'ai pris un balai. Je l'ai collé. Hop, voilà, c'est terminé. Voilà. Donc ça me prend 3 minutes. Il n'y a pas besoin de savoir bricoler, tu vois. C'est juste du double face. Et donc, je le fais. Mais par contre, dans les GI, tu vois, au moins, les gens, ils ont les deux versions. Mais moi, tu vois, j'ai la version où j'ai lu le guide du bailleur de A à Z, tu vois. Ouais. Et par contre, je me suis pas senti et j'ai délégué en gestion locative. Par contre, ça m'aide à contrôler, la connaissance m'aide à contrôler les baux qui sont faits par mon gestionnaire, tu vois. Parce qu'il n'est pas non plus exemple. Enfin, surtout, j'en avais un, c'était un artiste à un moment. Hein. Et il n'en avait rien à branler, c'était mal fait. Les beaux, ils étaient raturés. Je dis, vous savez que ça vaut rien si c'est raturé. Ouais. Je dis, non, mais c'est pas ouais, en fait. Vous allez le refaire. Non, mais ça va passer. Je dis, ouais, mais c'est pas vous qui allez aller au tribunal s'il y a un problème. Et donc, tu vois, c'est des trucs. Ouais, parce que c'est ça qui se passe. Ce que je retiens, c'est qu'il faut absolument que je donne mon adresse à Quentin, quoi. Mais pour une nouvelle version, bien sûr. Ouais. Non, mais en fait, comme tu dis, Quentin, le truc, c'est que t'as pas de contrat qui est plus déséquilibré en France que celui d'un bailleur et son locataire. En gros, on t'explique en long, en large et en travers comment tu vas te faire éclater et t'essayes de limiter l'éclatement, quoi. Ouais. Après, où tu as raison, Quentin, c'est que c'est quand tu es dans la merde, en fait, que tu te dis j'aurais dû. Ça, mais pour plein de choses, en fait, dans la vie. Si on avait des mecs qui sont comme Yannou, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme conseil, Quentin? Des bailleurs débutants, ou tu vois, c'est toujours pareil quand t'as pas trop de thunes au départ. Il y a un client un jour, il m'a dit le secret dans l'investissement locatif, c'est pas de savoir si tu vas avoir un litige, c'est de savoir quand est-ce que tu vas avoir un litige.
Putain, Et en c'est fait, ce que je dis dans dans ce Startercash cas pour la de- location de courte durée. Mais c'est vrai pour tout ce qui est locatif. Le locatif, on est sur de l'humain. Le mec, il a envie de te les briser parce qu'il s'est mal réveillé, il va te les briser. Et il trouvera un truc. Donc, plus tu te protèges, plus t'es prévenant, plus tu prends des précautions et plus tu seras tranquille demain. Et c'est la réalité. Ça vaut peut-être 250 balles de faire rédiger ton bail ou de faire aider pour rédiger un bail. Mais la tranquillité de demain, parce que ton locataire, il t'appelle et que t'as pas la boule au ventre en disant « Ouais, il m'appelle, c'est pour me souhaiter la bonne année. » Bah, c'est pas pour me dire que le bail, il y a une erreur et que en fait, je me suis trompé sur la surface et que en fait, il est en train de me demander une baisse de loyer. Et du coup, il touche à ma rentabilité. Ah bah, voilà. C'est pas la même chose. Donc, tu as une espèce de tranquillité d'esprit. Peut-être que ça te servira à rien parce que tu auras un locataire qui te posera jamais problème. Mais le jour où il te pose problème, t'es bien content. Et c'est ça le truc. Vaut mieux prévenir que guérir et c'est exactement ce système-là. Tu te souviens, je t'avais fait un message quand j'ai même fait une vidéo YouTube quand mon locataire m'avait pété un volet roulant et que j'étais allé au tribunal, mais alors à l'amiable avec un médiateur, tu vois. Et ça avait été un sketch. Et c'était l'agent IMO à l'époque qui lui avait dit, et je lui avais bien expliqué que ce volet roulant, c'était une baie vitrée de 6 mètres, donc il fallait faire attention. Le volet était en 2 parties. Tu pouvais pas faire à l'époque, quand j'avais fait la maison, ça n'existait pas un volet de 6 mètres, enfin, peut-être à Monaco, mais pas chez moi, quoi. Et c'était en 2 parties. Et le mec, il y avait une grande partie de 4 mètres, une petite de 2. Et j'avais bien dit, vous lui expliquez, il faut pas baisser le petit volet avec le grand ouvert, sinon le vent, il s'engouffre, ça l'arrache. Et il l'avait pas marqué dans le bail. Et en fait, voilà, j'allais me faire éclater, quoi, de toute façon. Donc, il y en avait pour, je crois qu'il avait 1 000 € de caution et on a accepté de faire moitié-moitié. Il y avait 900 € de réparation. Donc, on avait fait 450 balles chacun. Et j'avais préféré transiger parce que je pense que si on allait au tribunal, c'était tout pour ma gueule, pour un truc comme ça. Mais quand on est en litige locatif, par exemple avec un impayé, quand on tombe sur un bon avocat, l'avocat, son premier job, ça va être d'être à l'amiable. Ça va être de négocier, de se couper le doigt, donc c'est-à-dire de laisser tomber les impayés, quitte à lui verser un petit 2000 balles pour lui payer son déménagement, plutôt que de... Non mais c'est ça, plutôt que de laisser un mec en place, parce que avec sa situation, on sait que ça va durer du temps, et on sait surtout que l'impayé va continuer et que finalement, on va pas gagner. Ouais, donc c'est ce que je dis. Et que le bien sera sûrement dégradé en plus. Donc c'est ce que je dis. Autant changer juste de sphère d'avocat. C'est-à-dire tu prends un bon avocat pénaliste et tu lui exploses les 2 rotules, fils de pute. Voilà. Et non, parce que quitte à prendre un avocat, si tu veux. Je rappelle qu'il y a ma fille à côté. Ah, pardon. Excusez-moi. Mais tu comprends, parce que là, t'imagines que t'en es à prendre un avocat pour te défendre, pour le payer. Autant lui briser les 2 genoux et prendre un bon avocat pénaliste. Et puis voilà. De toute façon, pour être clair, t'iras pas en tôle pour ça. Au pire, tu vas prendre du sursis. Au pire, vraiment au pire. Mais tu vas pas aller en tôle pour avoir sorti un mec par la force. C'est complètement faux. C'est des légendes complètement urbaines. Et en plus de ça, alors, à prendre avec des pincettes, mais t'as 2 versions de Cassos. T'as le Cassos intelligent, c'est-à-dire qu'en fait, lui, quand tu vas le sortir par le callback et il sait en fait. Il y a le bon Cassos et il y a le mauvais Cassos. C'est ça, c'est les chasseurs. C'est ça. En fait, t'as le Cassos en fait qui connaît toutes les lois, qui est très fin, mais tu le sens en fait en général. C'est le Cassos un peu propre sur lui, quoi, tu vois. Lui, tu sais. Déjà, quand il commence à te parler de son assistante sociale, c'est ça. Faut que ça s'allume. C'est ça. Lui, tu sais qu'il faut faire attention. Mais t'as aussi après le benet un peu, le Cassos benet. Et lui, en fait, c'est pas dans ton bouquin, ça, Quentin. J'ai pas vu. Il est pas au courant. Il est pas au courant de tous les process qu'il peut mettre en place. Et donc, quand tu lui mets un gros coup de pression et que tu lui dis bon, on arrête, vous partez. Et on oublie en fait ce que vous me devez. Ouais. En fait, il s'en va et t'en entends plus jamais parler, quoi. J'ai eu ce type de Cassos parce que c'est bien de faire tout l'historique, mais aujourd'hui, moi, je délègue tout. Quand ça coûte 500 balles le volet, je dis je préfère le prendre et pas avoir de problème parce que forcément, ça fait 15 ans que j'investis et ça va mieux. Mais au départ, quand j'avais pas de thunes, dans mon immeuble de l'enfer, j'ai déjà viré un locataire. J'étais associé avec mon cousin à l'époque. On y allait un dimanche soir, sweat à capuche, torse bombé. On a toqué. Quand il a ouvert, on a mis le pied dans la porte. Il n'avait pas trop de meubles, mais on l'a dégagé.
Et j'y suis allé avec mon homme à tout faire, perceuse. On était passé à Brico Dépôt la veille et on a changé les serrures. Et le mec, il est resté devant la porte de l'immeuble. Bah oui. Mais bon. C'était il y a prescription, hein. C'était en 2009. C'est bon. Chaque action dépend en effet du profil du locataire. Si on voit que le mec il est pointilleux et qu'il sait ce qu'il fait, faut pas y aller. Là, tu prends un avocat, exactement. Tu négocies réellement et ça se suit comme ça. Si tu vois que le mec il y connaît rien, coup de pression, évidemment, t'es dans l'humain. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Et en fonction, le mec il va se dire ah ouais c'est vrai que je suis une connerie, putain. Je me rendais pas compte que mon propriétaire il est en difficulté, qu'il a un crédit et que machin et il y a tout ça. Et il peut prendre conscience, il peut se dire allez, on arrête les conneries, je m'en vais avant que ça soit trop dangereux pour moi parce qu'en fait il pense que dès qu'on prend l'avocat ça va être dangereux pour lui. Nous on sait très bien que quand on prend l'avocat rien n'est joué. Donc c'est tout ça. Donc c'est l'humain, faut voir comment est le locataire, à quoi il est prêt et toutes ces choses là. Ouais. Et après tu vois, c'est un truc moi que je comprenais pas et je suis en train à mes dépens de le comprendre. J'en ai parlé à Tony, je sais plus quand, en début de semaine. Il y a un niveau aussi de cassosserie, c'est-à-dire que t'as des gens, des bailleurs qui fonctionnent en fait que grâce au cassos. C'est-à-dire en fait c'est carrément leur stratégie, c'est leur business model. Et moi c'est un truc que je comprenais pas. Bref, là je me retrouve confronté pour la première fois à un jeune à qui on a vraiment voulu laisser la chance parce que une fois tu vois tu te dis pourquoi pas, tu vois, il a eu ouais c'est ça, c'est parcours un peu compliqué, mes parents sont de gauche, je suis peut-être un peu trop de droite, allez tiens essayons un peu de faire du social, tu vois. Donc tu rentres là-dedans, ça va bien pendant 2 mois et puis au final du jour au lendemain, alors il m'avait appelé par contre. Tu vois, c'est pour ça que je dis, tu as quand même des degrés de cassosserie, puisqu'il m'a appelé pour me dire « Bonjour, je ne vais pas pouvoir payer ». Donc, déjà, j'étais très surpris. Et limite, tu as envie de lui dire « Merci de me prévenir, en fait ». Et lui, il a intégré tout de suite qu'il pouvait ne pas payer, mais ne pas être dans la merde. C'est-à-dire qu'en gros, il ne paye plus, mais par contre, il me fait payer. Alors ça, c'est un degré de cassosserie, c'est le cassos malin. C'est-à-dire qu'il a compris qu'à l'âge qu'il avait, il pouvait être gavé d'aide. Mais quand j'ai dit à Tony, enfin, je peux le dire, hein, c'est le public et c'est la vérité. Donc, podcast public, c'est pas grave. C'est un gamin qui a 23 ans. Accrochez-vous. Hein. Le loyer de décembre m'a été payé par le CCAS. Improbable. Le loyer de janvier m'a été payé par la mission locale couplée à la CAF. Non mais attends. C'est le revenu universel. J'ai eu la mission locale, c'était quand, Tony ? Lundi, mardi, que je t'ai eu au téléphone. Mais là, j'ai vrillé. Là, c'est... La mission locale, en fait, pendant 18 mois, va lui verser 520 €. 520 € plus la CAF. Donc, en fait, ça lui fait 800 € de revenus, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Parce que là, il est quand même en recherche d'emploi. Et donc, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, il va avoir la CAF, plus 520 € qui tombent de la mission locale. Mais par contre, au mois de mars, c'est la région qui va me payer. T'y crois à ça ? Et donc, lui, en fait, je vais payé par la région Auvergne. Ouais. Même le cassos fait plier des Auvergnats, mec. Non, mais c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Et alors, lui, je peux pas le sortir, je peux pas lui mettre de coups de pression parce qu'en fait, au final, il me paye. Enfin, c'est pas lui qui me paye, mais il me paye. Donc, tu vois, c'est le cassos ingénieux. Lui, il est sur le degré le plus haut du cassos. C'est un ingénieur en cassos. Incroyable. Alors que tu vas avoir... Non, mais c'est vrai, les gars. Enfin, j'en peux plus. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens, en fait, qui... Moi, je ne pensais pas. Je pensais que ça, c'était des légendes aussi, tu vois. Le mec qui gagne 1000 € à rien foutre. Est-ce que tu sais... Mais là... J'ai calculé combien j'avais touché de CAF, tu sais, quand j'ai vendu mon immeuble de Saint-Thé. Entre 2009 que je l'ai acheté, enfin fin 2008, et 2021 que je l'ai vendu, combien j'ai touché de CAF ? Non, vas-y. Presque 250 000 €. Un million de CAF. Mais la CAF, en fait... Millionnaire CAF, je vais faire une formation. Millionnaire CAF. Mais la CAF, ça me dérange moins dans le sens où moi, j'en ai bénéficié. Quand j'étais en apprentissage, comme toi, Quentin, j'en ai bénéficié et j'avais pas l'impression d'être un cassos. C'est-à-dire, c'était, entre guillemets,
droit, une aide, voilà. Et c'est pour ça que quand les gens me disent bon je vais avoir le droit à la CAF et tout, ouais, ok, tu vois, ça me paraît. Mais par contre, quand on est à avoir la mission locale, frère, qui t'appelle pour dire la région va envoyer-nous un RIB, la région va vous payer, et puis après c'est le CCAS. Non mais tu dis mais c'est quoi? Je suis dans le monde parallèle. Il faut solver le soldat Cassos. Tu sais, tout le monde se met à son secours. Truc de ouf. Je suis pratiquement sûr en plus qu'il va regarder ce podcast. Donc si tu nous écoutes, big up à toi. Mais incroyable, incroyable. Donc effectivement, tu vois, je suis sûr qu'il faudrait, s'il arrive à envoyer sa facture d'eau, sa facture d'élec, il peut limite se faire un petit SMIC au calme, je pense. Non mais par contre, tu crois, enfin, c'est sûr en fait. Maintenant, je suis convaincu que c'est possible. Et je te parle même pas des aides alimentaires. Le cash flow de 2 LCD. C'est un fiscaliste en aide. Nous, on optimise nos impôts, lui, il optimise les aides. C'est incroyable. Mais incroyable. Et tu sais, tu lui as pas dit qu'il pourrait monter un podcast sur Internet, commencer d'en parler gratuitement et après proposer des coachings en cassosserie. Mais tu sais que limite, faudrait qu'on l'invite, lui. Oh, mais putain, ça serait fantastique. Alors là, on dévie tout, là. Ah ouais, là, parce que, non mais, enfin, et vraiment, j'étais sur le cul. Et je te jure, quand j'ai raccroché, j'ai appelé Tony et tout, et je lui dis, mais oh, ça y est, je sais où ils vont, nos impôts. Ils vont là. Mais c'est vrai, enfin, en partie, voilà. Donc, Quentin, je te rejoins complètement sur le fait que ça reste de l'humain. C'est-à-dire que même la gestion, comme ça, il faut la mettre en face de la personne, en fait, que tu as à gérer. C'est quoi la pire histoire, Quentin, que tu as entendue d'un bailleur pour faire peur à tout le monde? Ouais, mais justement, les gars, faut pas trop faire peur parce que c'est le risque. C'est le risque. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Mais là, oui, mais ça arrive pas non plus. Non, en vrai, on va se faire chier dessus les gens. En vrai, il n'y a pas d'histoire folle, tu vois. C'est souvent la même chose. L'histoire folle, c'est le mec que t'entends, ça fait 8 ans que je suis en impayé, j'arrive pas à le sortir. Ah bah là, t'es tombé sur le mec, oui, bah pourquoi? En fait, il paye pas 3 mois, et puis au bout du 4e mois, il paye la moitié du loyer ou 100 balles, et puis il est reparti pour 4 mois, et là, la procédure, mon Dieu. Merci la justice. Mais voilà, c'est ça en fait le pire cas. C'est ça le pire cas. Et là, t'as pas d'autre choix. Tu dis, bon, bah, je vends avec un mec occupé, avec une dette, et je vends ras les pâquerettes, je perds du cash un max, je fais une moins-value de ouf, mais bah, en fait, j'ai pas le choix. C'est soit ça, soit je continue à me couper des bouts de membres tous les mois. Mais c'est ça. Mais après, j'ai pas eu de gros. Non, ça. Mais c'est plutôt rassurant, tu vois. Il y a toujours des solutions. Le tout, c'est d'être. Plus t'es carré au début, plus c'est simple de gérer le système et de sortir et voilà. Parce que tu montes de la bonne foi dès le début, parce qu'il y a toutes ces choses. Et tu marques des points. Après, il faut rassurer les gens. Parce que c'est la réalité, hein, ce que tu dis. Là, pour le coup, ce que je vis, c'est la réalité. Mais je veux aussi remettre tout dans le contexte. Moi, depuis fin 2017 à aujourd'hui, ça ne m'était jamais arrivé. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous avez un lot et que ça vous arrive, et ben c'est la merde. Donc, quand vous avez qu'un lot, moi, tu vois, j'avais prévu d'en parler un moment dans un podcast, pas forcément là, mais quand vous avez qu'un lot, il faut que ça soit du haut rendement, de la location courte durée ou de la moyenne durée. Mais en gros, faites-vous payer avant que la personne arrive. Pour moi, c'est la seule stratégie viable. Et après, par contre, quand vous avez plusieurs lots, en fait, vous pouvez vous permettre de rentrer dans la location nue, meublée, traditionnelle, je dirais, parce que vous allez diluer votre risque d'impayé puisque vous aurez plusieurs personnes. Moi, aujourd'hui, sur les 28 lots, qu'il y en ait un qui ne paye pas, ça me fait chier psychologiquement, ça me fait de la charge mentale, mais par contre, ça va pas me mettre en péril. Par contre, je me dis toujours que si ça t'arrive sur le premier appart que tu loues, surtout que moi, le gars qui m'écrivait, celui-ci, on l'a retenu parce que aucune faute d'orthographe, il parlait extrêmement bien. Enfin, tu vois, il était undercover, mec. Ouais, il était très très bon, très très bon. Il est ingénieur peut-être. Pour de vrai. Je sais pas, mais ouais, il est. C'est ça. Donc voilà. Pour moi, je retiens ça. Mais par contre, ça existe. Il faut le savoir. Mais n'ayez pas non plus une peur infinie. Ça arrivera un jour. Un jour, ça vous arrivera. On n'en meurt pas. Hein. Moi, je suis allé une fois au tribunal pour un locataire qui me payait pas, qui me devait 1500 balles parce que la CAF a continué de payer.
Il s'est barré, il est allé vivre en Allemagne, donc il est parti. Et heureusement, j'ai pu récupérer. Je fais passer un huissier pour constater le départ. J'ai pu récupérer mon logement. J'ai jamais revu mes 1500 balles. Mais voilà, t'en meurs pas, quoi. Ça fait partie du parcours d'un investisseur. C'est comme ça, quoi. Ça reste une entreprise et quand tu as un fournisseur ou un client qui te paye pas dans une entreprise, au bout d'un moment, tu laisses tomber. Tu dis, la facture à 1000 balles hors taxe, tant pis. Et puis, ça fait partie des risques et c'est perte et profit. Malheureusement, c'est le jeu. Ouais, malheureusement. Voilà. Ça arrive rarement. Faut en avoir conscience que ça existe, mais faut aussi comprendre qu'en tant qu'investisseur, on investit de l'argent, il y a du risque. C'est pas 100% sûr et qu'il faut être capable d'estimer ce risque. Donc, si tu estimes de la vacance locative que tu l'as pas, tu te dis c'est du bonus. Mais derrière, tu as un impayé. L'un dans l'autre, est-ce que je m'y retrouve? Enfin, voilà, c'est un peu toutes ces choses-là. Et puis, l'impayé, ça reste une problématique, mais il y a tellement de solutions. Les visas, les cautions, il y a plein de choses. Donc c'est quand même simple de trouver son argent. Mon petit Quentin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut acheter ton livre? Où est-ce qu'on peut se faire conseiller par toi? Où est-ce qu'on peut se faire conseiller? Pour éviter de faire des dingueries. On peut me retrouver sur Facebook, c'est le réseau où je suis le plus actif. Sur Instagram, je commence tout juste, ça fait partie de mes objectifs 2023 d'être plus présent sur Instagram, d'avoir une vraie stratégie sur Instagram, de passer, de basculer sur ce réseau. Ouais. Après, on peut me retrouver sur mon site, bien évidemment, qv.imo, QV comme Quentin Vautret. Et mon livre sera dispo sur mon site. Je vais voir si je le mets sur Amazon. Je vais voir si peut-être que je vais pas le faire en auto-édition et que je vais passer par un éditeur cette fois-ci. Voilà, tout ça, c'est à définir. Mais dans tous les cas, il sera dispo sur mon site. Voilà, sur mon site, on peut me contacter. Il y a un truc de contact. Mais sinon, Facebook, Instagram. Est-ce que tu veux qu'on te laisse un petit mot de la fin, mon petit Quentin? C'est un message à faire passer ou je pense qu'on a déjà dit plein de choses, non? Ouais. Non, mais en vrai, je pense que moi, j'ai eu beaucoup de chance à pouvoir faire ce que j'avais envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, et je pense que c'est finalement la plus belle des vies. J'ai réussi à toujours m'en sortir sans forcément bouffer des patates tous les soirs, et ça me va bien, je continue comme ça. Les gens, faut qu'ils soient, je pense, dans le même état d'esprit. On a envie d'investir, c'est très bien. Faut pas pour autant devenir esclave de son business, parce que à partir du moment où on en devient esclave, c'est là où on ne prend plus plaisir et la passion n'est plus là, et qu'on se dit pourquoi j'ai fait ça et qu'on va faire autre chose. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir s'écouter, faire les choses correctement, sans forcément avoir tous les tenants et les aboutissants, parce que ça peut être un vrai blocage. Et voilà, avoir le juste milieu partout, c'est bon ça. Bien. Ok. Merci beaucoup pour ta présence sur ce podcast. C'était vraiment cool. Ah ouais, c'était trop bien. Ouais. On a passé un bon moment, on s'est amusé, c'était top. Je pense que si on veut faire exploser ce podcast et les commentaires, il suffit de dire à tout le monde que pour chaque adresse email laissée en bas dans les commentaires, Quentin vous offre son livre. C'est une blague. Ne le faites pas. On vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end, comme absolument tout le temps. On vous dit tout le temps la même chose, qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Big up. Salut.